Donc je vais vous parler d'intégration continue du projet JavaScript, mais ça va être très light, il n'y a que 10 minutes pour en parler, mais si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Et un peu de la philosophie derrière Checkbuild, on va voir ce que c'est. Donc un peu d'histoire, d'où est-ce que ça sort. Je m'appelle François Guillaume, donc voilà, je me présente. Je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle Bringer, une startup qui s'appelle Bringer, et fondateur d'une autre startup qui s'appelle Redspin. Et comme toute startup, on grossit, donc forcément, il y a des gens qui nous rejoignent. Et quand ces gens-là nous rejoignent sur nos projets, on utilise énormément de microservices. C'est-à-dire qu'on a énormément d'applications. Par exemple, juste pour faire un peu de la pub, avec Clever Cloud, on a 81 applications déployées chez eux en production grâce à Bringer. Et ça tourne. Et ça tourne. Ça tourne. Et donc, tu vas bloquer là pour le coup. Il y aura des private jokes à sortir après. Et donc, ce qui se passait, c'est que, comme c'était des développeurs juniors et même parfois des stagiaires, lors des code review, il fallait un peu leur dire, bah voilà nos conventions, voilà aussi quelques principes que tu n'as pas respectés, de type dry, pour commencer déjà par ça, il y avait des copier-coller dans le code, etc. Et donc on le faisait avec une personne, et puis après il fallait le faire avec une autre personne, et même quand on prenait tout le monde en même temps pour leur dire, bon bah les gars, maintenant il faut arrêter de dupliquer du code, c'était quand même difficile parce que on oublie, en tant qu'humain, c'est normal. Du coup, tout ce qui était convention et principe, on s'est aperçu, enfin je me suis aperçu en tout cas, évidemment que c'était difficile. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez en place des conventions, et vous allez par exemple faire un document Word ou autre qui va décrire un peu, enfin pas Word, qui va décrire un peu la syntaxe de votre, quand on va utiliser par exemple 2 espaces, etc. dans tel et tel langage, vous allez vous apercevoir que parfois vos développeurs vont oublier d'appliquer ces conventions-là, et même vous, qui avez écrit ces conventions-là dans un moment de faiblesse, vous allez oublier de les appliquer. Du coup, on s'aperçoit qu'en fait, l'important, c'est de sortir l'humain de la boucle, et surtout de ne pas s'appuyer que sur des principes, mais plutôt d'essayer d'automatiser ces principes-là. Et là, d'ailleurs, moi j'en ai sorti une petite citation perso qui consiste à dire qu'en tant qu'humain, on est faillible, et que les workflows qu'on va mettre en place, qu'on va automatiser, eux ne le sont pas. En fait, je mets une petite étoile parce que c'est l'informatique, il n'y a rien d'absolu finalement, ça va planter à un moment ou à un autre. Donc j'ai commencé à chercher des solutions en me disant bon bah c'est simple, j'ai telle liste de principes, voilà ce que je veux vérifier de façon quasiment automatique. Qu'est-ce qui va m'aider à réussir à faire ça? Vous connaissez sans doute, peu importe dans votre langage, un PHP-CS ou un JS-CS qui va permettre de vérifier la syntaxe, enfin pas plutôt le style du code. Donc ça, d'accord. Pour vérifier aussi la syntaxe, en JavaScript on a JSInt, vous connaissez sans doute. Et puis il y avait d'autres outils qu'on a intégrés comme ça, et on a intégré ça à chaque projet. Je rappelle, on a 80 projets publiés sur Clever Cloud, donc là c'est pas pour rien que j'ai dit ça, parce que ça fait énormément de code dupliqué, de configuration à faire pour chacun de ces projets-là. Surtout après si vous faites ça avec du makefile, du grunfile, du gulpfile, etc. Donc vous allez devoir écrire du code et ajouter des dépendances à vos projets, uniquement pour pouvoir vérifier ces aspects-là. Ça fait énormément de duplication. Et donc là, au niveau de notre système d'intégration continue, voilà ce que ça donnait. On avait nos différentes applications, et pour chacune des applications, on exécutait les tests, et ensuite, on vérifiait tous ces points-là. Ça faisait énormément de code dupliqué. Petite parenthèse, parce que le talk parle aussi d'intégration continue, vous avez votre système d'intégration continue qui peut être Jenkins, Bamboo ou ce que vous voulez, qui offre des plugins, par exemple pour Jenkins, et vous allez pouvoir, pas pour Jenkins, pardon, pour JSInt, et vous allez pouvoir configurer JSInt pour ce projet-là. Du coup, vous êtes en plus en train de faire un couplage très fort entre votre système d'intégration continue et votre projet, et la configuration de JSInt, elle se trouve dans votre système d'intégration continue, elle n'est même pas versionnée. Donc ne faites pas ça, en fait. C'est plus intéressant d'avoir le versionning de votre configuration directement dans le projet. Mais ça ne résolvait pas le problème pour nous, ça c'est pas du tout Dry. Donc il fallait trouver une autre solution. Et moi ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, je veux avoir un programme que je lance une fois à chaque build et qui va valider plusieurs points de contrôle que j'aurais prédéfinis à l'avance. Ces points de contrôle, c'est je vérifie d'abord que les conventions qu'on a définies sont respectées. Je veux vérifier que mon code ou que le code de la personne qui a publié ce code-là est bien écrit. Et je veux vérifier aussi que le code est à jour et sécurisé. Alors j'ai mis une petite étoile à côté de sécurisé parce que je sais que les experts sécurité, bon, bref, on en reparlera après. Mais en tout cas, voilà, 5 points de contrôle. Premier point de contrôle, classique, la syntaxe et la complexité.
La syntaxe, on va utiliser JSInt, on va rien réinventer, ça c'est vraiment un point philosophique de Checkbit, on va juste utiliser JSInt. Et il y a aussi une issue que j'avais ouverte qui permet d'intégrer Plato. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Plato, c'est un outil qui permet de détecter la complexité par fichier et sur l'intégralité du projet. Ça met une note, on va dire. Je voulais dire, je vais configurer checkbuild pour empêcher la build de ce projet-là si on atteint 80 points de complexité sur l'intégralité du projet ou sur au moins un fichier. D'ailleurs, il y a un de mes élèves qui a fait une pull request là-dessus ce matin, mais c'est pas encore mergé. Le code style, donc on en a déjà parlé. La sécurité, donc c'est là où je mets une petite étoile. NSP, c'est une librairie Node.js qui veut dire Node Security Project, et qui permet de vérifier pour chaque dépendance de votre projet s'il y a des failles de sécurité connues pour ces versions-là. Ce que va faire Checkbuild, c'est qu'il va analyser toutes ces dépendances-là à chaque fois que vous allez push du code, et vous empêcher d'aller plus loin, elle va couper la build si une des dépendances que vous avez ajoutées et que vous êtes en train d'essayer de push contient une faille de sécurité. Enfin, du moins reconnu. Et Retire.js est aussi, un autre développeur a proposé Retire.js, mais sous le numéro 10, il n'y a pas de pull request, si ça intéresse quelqu'un, moi aussi je suis ouvert au pull request. Un autre point qui est très intéressant, donc là on s'éloigne un peu du traditionnel, c'est à chaque push, j'ai envie de vérifier que les dépendances que j'utilise, que mon projet utilise, sont à jour. Ce que fait David, c'est qu'il va vérifier l'intégralité. On a un David ici, pour ça. Ce que fait David, c'est qu'il va vérifier l'intégralité des dépendances, des versions des dépendances, et voir s'il y a des mises à jour qui ont été faites. De cette façon, on va empêcher la build si une des dépendances n'est pas à jour. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas accumuler de dettes techniques au fur et à mesure du développement. Qui a déjà commencé un projet en Node.js avec Express 3, et à la fin du projet, c'est Express 4 est sorti, et finalement, on n'a pas fait les mises à jour successives. Du coup, il y a une grosse mise à jour à faire dessus. Ou laisser tourner un projet pendant 6 mois, le reprendre au bout de 6 mois, et il y a plein de mises à jour à faire, plein de fixes, etc. On y reviendra. Et enfin, le dernier point, c'est la dreeness, donc vérifier qu'il n'y a pas de duplication de code. Et pour ça, on va utiliser JSInspect. Et que fait JSInspect? Il va analyser de manière statique les fichiers un par un de votre projet et détecter des similarités. Et au-delà d'un certain seuil que vous aurez prédéfini, préconfiguré avec Checkbuild, Checkbuild va couper la build en disant non, il y a des similarités dans ton code, je refuse de continuer la build. Donc ça, c'est top pour les développeurs juniors qui font des copier-coller à tout va. Ça les empêche et ils sont obligés de revenir pour passer au vert pour ensuite faire une connerie. Un sixième point de contrôle que j'aurais voulu ajouter mais qui n'existe toujours pas, c'est la documentation. Alors ça, c'est purement relatif à JavaScript, ou du moins au langage faiblement typé. Pourquoi? Parce que ce que j'aurais envie de définir avec Checkbuild, c'est de dire je veux que pour toutes mes fonctions, on va dire 80% de mes fonctions, je veux que les entrées et les sorties, le type de mes entrées et sorties soit défini. Pourquoi? Parce que si ça c'est pas défini, je vais être obligé de regarder l'implémentation de mes fonctions pour comprendre ce qu'elle fait. Donc ça c'est un langage Snail, voilà. C'est pareil pour d'autres langages faiblement typés. Donc il y a une ICQ ouverte, si ça tente quelqu'un, il y a déjà un développeur qui a trouvé les librairies qui permettaient de faire ça, mais toujours pas de request. Comment on configure ça? C'est la même approche que Clément, c'est de dire on va utiliser du déclaratif. Je n'ai pas envie d'écrire du code, je veux juste avoir un fichier, donc c'est un point de checkbuild que vous mettez dans votre projet, à la racine du projet. Vous allez définir les composants que vous voulez utiliser, donc ça c'est ce qu'on utilise à peu près sur Blender. Et pour chaque composant, vous allez définir uniquement les fichiers qu'on y passe. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue, c'est-à-dire que pour chaque composant, on va utiliser les fichiers de configuration de ces composants-là. Par exemple, JSInt, on va utiliser le point JSInt RC. Petit retour d'expérience, j'ai vu pas mal de grunt files ou de gulp files qui comprenaient l'intégration, qui comprenaient à l'intérieur de ces fichiers-là la configuration de JSInt. C'est un peu une hérésie. Pourquoi? Parce que votre éditeur il a sans doute des plugins qui lui permettent de lire ce fichier JSInt RC et au fur et à mesure que vous êtes en train de coder, va pouvoir vous dire attention là ça ne respecte pas ça respecte pas ta configuration. Si on met ça à l'intérieur d'un gulp file, l'éditeur est pas capable de lire. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc comment ça se passe pour être rétro-compatible au niveau de la configuration? Voilà, c'est un choix qui a été fait de notre côté. C'est un peu comme, moi ça me fait penser à WordPress qui est rétro-compatible depuis la première version. C'est pas forcément une bonne idée du WordPress, mais nous on est parti dans cette direction-là et ça nous simplifie la vie. Et donc on lance Checkbuild. Je vais terminer par notre workflow. Alors workflow classique, vous faites un git push, vous envoyez ça sur Bitbucket ou sur GitHub. Ensuite ça va dans votre système d'intégration continue, donc soit du Jenkins, soit du Bamboo, ce que vous voulez. Là on diffère un peu, ça aussi c'est un peu avec l'expérience.
tous nos systèmes nos jobs à l'intérieur de Jenkins, on ne met rien à l'intérieur de ces jobs-là en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Jenkins ou Bamboo, mais on peut très bien définir des scripts shell et définir certaines commandes à exécuter. La seule chose que font nos jobs Jenkins, c'est qu'ils exécutent ce script-là qui est commun à tous nos repos chez Bringer, et en fait qui est une convention, peu importe le langage, qui vont c'est-à-dire, quand on veut exécuter les tests pour l'intégration continue, on exécute le C-Start. Ça a plein d'avantages, notamment le fait que c'est versionné directement dans nos repositories. Alors que si on mettait ça dans Jenkins, ça ne serait pas versionné. Donc ça exécute les tests. Alors là, je fais une parenthèse, enfin je l'ouvre mais je la ferme tout de suite. On ne fait pas de mock chez nous, et si vous posez la question ou si vous grincez des dents, n'hésitez pas à poser cette question après. Enfin, tout le monde en fait très peu. Et ensuite, on exécute checkbuild si les tests ont été exécutés. On réussit. Et checkbuild va justement vérifier tous les points de contrôle qu'on a dit précédemment. Et ensuite, un nouveau job va être lancé. Et ce job-là, c'est un autre job Jenkins qui, lui, ne construit que sur master. Et va exécuter ses publish, donc même logique. On internalise ça sur notre projet, comme ça on a les révisions. Et ensuite, on fait l'intégration du on-time deploy grâce à Clear Cloud. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, et ça c'est quelque chose d'assez récent chez nous, mais qui est assez puissant, je trouve, c'est qu'on construit non pas qu'avec le Git push, mais aussi de façon hebdomadaire ou journalière. Pourquoi on fait ça? Parce que grâce à checkbuild, alors outre le fait que c'est important de continuer à exécuter les tests, surtout si vous ne faites pas de mock, comme ça vous permet de vérifier que le serveur en production fonctionne toujours. Avec checkbuild, on va pouvoir vérifier que les dépendances, au fil du temps, sont toujours à jour. Vous ne touchez plus à votre projet pendant 6 mois. Si vous avez sans le build de façon weekly ou journalière, vous n'allez pas savoir que les dépendances sont en train d'expirer progressivement. Tandis que si vous faites ça de façon journalière, votre build va cracher dès qu'il y aura une dépendance qui ne sera plus à jour. Vous allez recevoir un email et proactivement, vous allez pouvoir faire une notification. Ça évite, en tant qu'humain, de lister toutes les dépendances qu'on a sur tous les projets qu'on doit gérer et de se dire, ah oui, là il y a une nouvelle version, donc il faut que je mette à jour ces projets-là, ces projets-là, ces projets-là. Et ça, c'est super puissant parce qu'on est alerté proactivement, on n'a plus besoin d'y aller. Encore une fois, ça respecte le principe sortez l'humain de la boucle le plus possible. Et voilà, si vous avez des questions. J'ai 2 questions. Oui. La première, c'est, imagine que tu as une librairie en 1.2 quelque chose. Bon, on va prendre l'exemple d'Angular, par exemple. Et tu passes à 1.3, mais toi tu veux que c'est 1.2 parce que est-ce que tu peux forcer de dire que tu veux que le point mineur qui soit crédit, etc. Dans David, en fait là la configuration sera au niveau de David et les limites vont être au niveau de David. Actuellement on a effectivement eu ce problème 1 ou 2 fois. On peut dire avec David, je veux uniquement les versions stables ou alors uniquement les versions mineures, etc. Mais après on ne peut pas exclure des parties de mémoire. Après je pense que si le problème se pose pour nous, on fera une pull request et on modifiera David pour ça. Et deuxième question, on peut utiliser pour du code clear? Oui. Oui. Après, ça va être en fonction des modules que tu vas activer ou non. Mais oui, effectivement, en JSLint, ça aura du sens. NSP moins, mais oui, bien sûr. Typiquement, pour reprendre sa première question un peu, j'ai vu que tu avais dans le fichier de conf, tu as moyen de lui dire, même s'il y a des erreurs, tu n'abordes pas, tu laisses le truc run. Est-ce qu'il y a moyen de dire, est-ce qu'il y a des erreurs pour certains modules, tu ignores? Genre, pour l'instant, c'est juste un booléen global. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça par module? Actuellement, ce que ça fait, la première version de checkbuild, c'était dès que tu rencontrais une erreur, tout de suite tu crachais. C'était pas une. Enfin, c'est fail fast, fail often, hein, mais le problème, c'est qu'on voulait que tous les modules s'exécutent, voir toutes les erreurs, et s'il y avait au moins un des modules qui crachait, là on fait cracher. L'idée de dire je veux que si un module crache, je l'ignore, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever dans le enable. On va pas aller le chercher. Parce que si tu sais qu'il va cracher à chaque fois, enfin après c'est une question, c'est ouvert. Si tu as vraiment un use case là-dessus, pourquoi pas. Ouais. Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas du mode? Alors je suis conscient qu'il y a sans doute 2 écoles là-dessus. Après autour d'une bière, je serais ravi d'en parler. Nous notre vision là-dessus, c'est de dire que si vous faites de l'intégration continue, forcément, vous voulez être le plus proche de votre système en production. Du coup, si vous mettez des layers d'indirection,
des abstractions entre votre système en production, ou du moins ce qui est semblable à votre système en production, et votre code, à un moment donné, vos tests vont peut-être fonctionner, mais en production ça ne fonctionnera pas. Du coup, on essaye de faire le minimum de mock possible, ça nous permet d'être quasiment sûr. Enfin, on n'est jamais sûr à 100%, mais en tout cas, ça nous permet d'être le plus proche possible de notre système de production. Bonne question. Ce qu'on va... Oui, bah, ce qu'on fait, c'est que, enfin après ça dépend, on fait un peu comme Clever Cloud fait, c'est-à-dire qu'on est capable de se connecter sur la base de production ou sur un cluster de production, mais sous une sorte de sous-ensemble différent. Ou alors on va dupliquer la base, la duplication de base, on va faire sur certains projets. Pas d'autres questions? Ok.